Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Ba. Oui. Je voudrais, avec vous, relire un peu les pages d'atrocités, de bavures que les uns et les autres ont commises pendant leur règne. Parce que nos confrères de la défense ont voulu vous amener à dire qu'ils ont été utiles à un moment donné pour vous, qu'ils vous ont rendu service. Ils sont allés jusqu'à vouloir vous demander de décerner des satisfecits pour leurs clients. Pendant ce temps, nous, avocats des parties civiles, des victimes, nous savons que les blessures sont profondes, sont payantes, sont piantes. Monsieur Ba, oui. Avant de parler de tout cela, de lire en filigrane ces pages d'atrocité, acceptez de me rappeler ce que vous avez subi à la veille de la prise du pouvoir par le CNDD. Je pense vous avoir entendu dire que votre domicile a été visité par des hommes en uniforme et que votre véhicule a même été récupéré par la force, n'est-ce pas? C'est affirmatif. Très bien. Ça alourdit davantage le bilan des pillages dans le cadre des préparatifs de la prise du pouvoir par le CNDD. Parce que je vous informe qu'il y avait eu beaucoup de pillages auparavant. Des hommes forts du pouvoir de Lansana Conté, à l'époque Péa-Sornam, des colonels, des généraux, ils ont été anéantis, leurs biens retirés, pillés. Donc le pillage de votre domicile s'ajoute à ce bilan. Très bien. Monsieur Ba, je voudrais vous dire merci pour le combat que vous menez avec vos pairs. Pour l'installation ou la concrétisation de la démocratie, pour l'alternance politique et démocratique dans ce pays. Je voudrais vous dire grand merci. Monsieur Ba, quand un citoyen guinéen, fut-il et militaire, se lève le matin avec des armes, avec ses amis, et s'empare du pouvoir du peuple, et les jours qui suivent cette prise du pouvoir, il nomme à tous les postes civils et militaires. Il renvoie quelques généraux à la retraite. Il devient le chef de l'État. Est-ce qu'en ce moment, il ne devient pas le père de la nation? Même si c'est un père adoptif en attendant le véritable père démocratiquement élu. Il devient le père, non? En principe. Très bien. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas été le père de la Guinée à un moment donné? Son arrivée au pouvoir a été saluée par l'immense majorité de la population. Très bien. Surtout qu'il est passé par l'axe de la démocratie, tout le monde l'a applaudi, il y a une adhésion populaire. Vous souvenez-vous des promesses qu'il avait tenues à l'époque, M. Ba? Quelques-unes, oui. Oui, allez-y, rappelez-nous quelques promesses. C'est la nécessité de gérer une transition qui devra permettre le retour à l'ordre constitutionnel et que ni lui ni les membres du CNDD ne seront candidats. Et je pense même qu'ils avaient déjà fixé la date, la période dévolue à cette transition. Très bien. Ma mémoire est bonne. Et là, tout le monde l'a applaudi. Tout le monde l'a applaudi. Même à l'extérieur, il a été applaudi, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que les jours qui ont suivi, le temps qui ont suivi, est-ce qu'il a mis en exergue cette promesse? Est-ce qu'il a tenté de matérialiser cette promesse, de concrétiser cette promesse? Le groupe international de contact a eu toutes les difficultés et les forces vivent la même chose pour faire avancer le processus de construction de cette transition. Je voudrais savoir si vous pouvez convenir avec moi qu'au lieu de chercher à réaliser, à matérialiser ces promesses, il a fait en sorte que la zone militaire est devenue infréquentable, n'est-ce pas? Parce que nous avions assisté à l'humiliation de quelques représentants des institutions internationales en Guinée,
des magistrats, même des procureurs ont été arrêtés. La justice était devenue au camp militaire là-bas. Des hommes habitués à manipuler des armes, c'est eux qui rendaient les décisions. Donc la junte était devenue infréquentable, n'est-ce pas? Certains la fréquenté. Très bien. Quelques-uns l'ont fréquenté, ceux qui voulaient profiter avec la junte l'ont fréquenté. Bien. Vous, homme politique, M. Ba, entre ceux-là qui se sont accaparés quelque chose qui ne les appartient pas, et vous qui ne rêvez que d'une alternance politique et démocratique, qui de vous avait le droit de demander un rassemblement de la société civile, du peuple de Guinée, pour dire non, nous rêvons à la démocratie, à une alternance démocratique? Ce n'est pas vous? Bon, vous savez, comme je l'ai dit, l'histoire est tragique. Et puis, la situation des régimes qui ont géré le pays a été telle que, des fois, l'arrivée de militaires au pouvoir est considérée comme un grand ouf de soulagement par la population. Et c'est une réalité, et cela leur confère une certaine forme de légitimité pour agir pour le compte du pays tout entier. Mais dans la durée, il faudrait qu'ils restent dans cette lignée, dans ce cap, pour faire parvenir le pays à une transition conséquente qui permette de faire avancer les choses. Si tel n'est pas le cas, alors c'est déplorable, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer qu'il n'y a pas une certaine forme de légitimité relative qu'en cas de nécessité, que la souveraineté du peuple n'ayant pas pu être institutionnellement réalisée, qu'il y ait d'autres mouvements ou d'autres moyens de changer la donne. Très bien. Est-ce que le rassemblement auquel vous avez appelé, le meeting que vous avez tenu, n'allait pas dans le sens d'une alternance démocratique en Guinée? Le meeting du 28 septembre 2009, où ce rassemblement n'avait comme objectif que de dire au CNDD, écoutez le peuple de Guinée, voyez tout ce monde qui ne veut plus d'une dictature, mais qui veut la démocratie. Écoutez ce peuple et allez dans le sens de cette volonté populaire qui s'exprime à travers la grande masse de citoyens qui se sont mobilisés ce jour-là. C'était la seule chose. Et ce n'était pas un crime, au contraire, c'était un acte constructif pour les amener à se remettre dans le droit chemin. Bien. Monsieur Ba, dites-nous, par quel moyen est-ce que le CNDD, à l'époque, vous avez adressé une correspondance ou bien vous avez invité à une rencontre pour vous notifier, pour vous signifier sa volonté de ne pas respecter sa promesse, de rester éternellement au pouvoir, de se cramponner au pouvoir? Et ou bien comment vous avez su le changement de ce terrain? Il y a eu des séries d'ambiguïtés, oui, qui ont terni et qui ont détérioré la confiance initiale. Et au fur et à mesure que le temps avançait, il était inexorable qu'il fallait nécessairement montrer que la légitimité était du côté des forces vives nationales. Bien. Parce que nous nous rappelons que par rapport à la rencontre qu'il a eue avec les ambassadeurs ici, l'ambassadeur de l'Allemagne a osé lui demander, lui poser la question de savoir s'il va se présenter. Et c'était la seule question-là suffisait pour jeter la pomme de discordance entre eux. Donc il ne voulait pas du tout qu'on lui parle de cette élection. Par rapport à sa candidature, non. C'est une réalité et j'en profite pour rendre hommage à cet ambassadeur
d'Allemagne qui a été un grand ami de la Guinée et qui le reste jusqu'à présent. Très bien. Monsieur Ba, est-ce que vous aviez entendu, comme beaucoup d'autres Guinéens, parler de ce mouvement Dadis doit rester? Oui, c'est le premier mouvement qui a été visible et ça a amené des contre-mouvements. Dadis doit partir, Dadis doit quitter et c'est dans cette ambiance que les choses ont évolué. Très bien. Saviez-vous qu'il y avait des personnes prêtes à tout prix à sillonner l'intérieur, à faire la campagne, à débloquer des fonds pour soutenir ce mouvement-là? Bien entendu, puisque c'était devenu même la ligne officielle de tous les membres ou de presque l'écrasante majorité des membres du CNDD d'aller dans cette direction. Très bien. Monsieur Ba, est-ce que vous pouvez convenir avec moi que si, jusqu'à présent, c'était le CNDD qui est toujours là, depuis la prise du pouvoir par le CNDD jusqu'à maintenant là, si c'est le même CNDD, aujourd'hui tous les leaders politiques se retrouveraient en exil ou bien en prison parce que vous étiez indiqué comme responsable du carnage qui est arrivé au stade du 28 septembre dans un rapport de la Commission nationale? Est-ce que vous pouvez convenir avec moi? Personne ne peut envisager que se serait-il passé s'il n'y a pas eu des événements qui ont fait que le cours politique de la Guinée ait changé pour permettre de se remettre dans le droit fil de l'organisation d'élections démocratiques pour sortir de cette impasse. Très bien. D'accord. Est-ce que, M. Ba, vous pouvez convenir avec moi que les événements du 28 septembre peuvent être rangés dans la conservation du pouvoir, dans leur élan de conserver à tout prix le pouvoir? Sinon, il n'y aurait jamais eu les événements du 28 septembre. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ce point? Ça peut être discutable. Ça peut être discutable. Parce que c'est mon analyse personnelle. Hein. Je me dis que le seul objectif qu'ils visaient, c'est de ne pas qu'il y ait le 28 septembre, ce n'est pas qu'il y ait le rassemblement, le meeting. Je sais qu'eux, ils voulaient. Alors, en exécutant, en atteignant cet objectif-là, il fallait mater, comme ils l'ont déjà dit. C'est possible. Très bien. Bien, M. Ba, quand vous avez rencontré le colonel Tchegouro en allant au stade, vous avez discuté, échangé avec lui. Il y a des vidéos de cette rencontre qui circulent. Hein? Est-ce que vous avez vu à lui, honnêtement, un cadre, un membre du CNDD qui voulait qu'il y ait le meeting? Bon, sa mission, c'était de ne pas favoriser l'organisation ou la réalisation de ce meeting. Merci. Merci. Et le vidéo le prouve éloquemment. Parce qu'il allait jusqu'à dire, alors si vous partez, vous allez le regretter. C'est dans les vidéos. C'est possible, je n'y ai pas fait attention puisque, comme je vous l'ai dit, mon attention se portait était ailleurs. Très bien. Très bien. Alors, M. Ba, pour ce monsieur comme le capitaine Moussa Dadis, qui était au pouvoir, qui était le père entre griffes, ou même adoptif, du Guinéen à l'époque, tout ce qui se passait sur ce règne, est-ce que vous pouvez convenir avec moi qu'il doit en être le premier responsable? Le fait d'être chef d'État, au-delà des privilèges qui sont liés à ce statut, c'est surtout une charge excessivement lourde où vous devenez responsable de tout ce qui peut arriver à ce pays, à ce peuple, et vous devez emporter le fardeau
et la croix, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Il doit être le premier responsable. Parce que, imaginez, tout est concentré au camp Alpha Yaya. La présidence, les autres ministères, et le bloc administratif, tout est au camp là-bas. Et c'est du camp que les véhicules militaires sortent pour aller réprimer. Et le président même habite au camp là-bas. À qui on doit rendre compte, premièrement? Ce n'est pas au chef de l'État? Indépendamment de la localisation de la présidence en termes structurels, à l'époque, le statut de chef de l'État et de président est une charge qui, quelles que soient les circonstances, le statut de chef de l'État, vous devez plus gérer des contraintes que de bénéficier de privilèges. Et donc, même s'il n'était pas là-bas, même s'il était ailleurs, oui, son statut lui confère cette lourde responsabilité. Très bien. Monsieur Ba, vous avez été pendant longtemps très proche de M. Cellou Dalein Diallo. Même pendant les événements au 28 septembre, au stade, vous étiez avec lui, à l'hôpital également. Très bien. Vous avez appris qu'on l'a empêché de sortir de la Guinée pour aller se soigner? Vous l'avez appris? Je sais qu'il y a eu des tractations pour permettre l'arrivée de l'avion du président Abdoulaye Wade, et puis pour l'amener d'abord à Dakar et par la suite ailleurs pour se soigner. Très bien. Pour qu'il y ait l'accord, ou bien pour qu'il y ait l'atterrissage de cet avion, ou le décollage de cet avion, il fallait l'accord de la première personnalité du pays, qui était le chef de l'État, n'est-ce pas? En principe. En principe, oui. Aucun avion ne peut atterrir en Guinée ou décoller de la Guinée sans l'accord du chef de l'État. La gestion du pouvoir, parfois, c'est des querelles internes, des rapports de force qui peuvent décider de ce que le chef de l'État officiellement va annoncer ou va faire. Effectivement, comme vous l'avez dit, il a fallu beaucoup de tractations pour qu'il donne son feu vert afin que l'avion atterrisse ici et que M. Cellou Dalein sorte pour aller se soigner. Effectivement, c'est vrai. Bon. Bien. Je n'ai pas suivi ça. Monsieur Ba, je continue. Monsieur Ba, vous avez suivi également le pillage qu'avaient connu les domiciles de M. Sidia, les airs qui ont suivi les événements du 28 septembre, M. Cellou Dalein. Vous avez suivi ça? Vous en avez entendu parler? Oui, j'ai suivi le domicile de M. Jean-Marie Doré, le domicile de plusieurs citoyens, leur commerce. Beaucoup de choses se sont passées durant ces événements. Vous avez également appris que quand les gens sont allés piller le domicile de M. Jean-Marie Doré, c'était avec beaucoup plus de hargne, de violence. Parce que pour les pilleurs, pour aucune raison, M. Jean-Marie Doré ne devrait faire partie de vous pour qu'il y ait ce meeting-là. Ils sont allés tirer même sur les arbres au domicile de M. Jean-Marie Doré. Peut-être c'est par son statut de porte-parole des forces vives nationales. Oui. Très bien. D'accord. Monsieur Ba, à un moment de votre déposition, vous aviez dit que vous avez rencontré M. Moussa Keïta. Oui, au lendemain de la déclaration de Boulbiné, du président de la transition de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre entretien? Bon, on lui a exprimé notre préoccupation et la nécessité d'organiser une rencontre formelle entre le CNDD et les forces vives nationales pour éclaircir cette ambiguïté qui était vraiment un choc pour tous les responsables qui étaient dans la salle. Est-ce que finalement vous avez appris que c'est lui, M. Moussa Keïta,
qui s'est réparti à l'intérieur de la Guinée pour dire c'est Dadis ou la mort. Vous avez appris ça? C'est à ce moment-là qu'on a conclu que c'était non pas une décision isolée suite à une humeur, la déclaration de Boulbiné, c'est quelque chose qui est discuté, planifié et concerté entre les membres du CNDD, d'où le fait que c'est le secrétaire permanent du CNDD à l'intérieur qui se permet de lancer des mots d'ordre de ce genre. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut être d'accord que nous, aujourd'hui, on est fondé à demander la comparution de tous les membres du CNDD pour rendre compte des événements du 28 septembre? C'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal puisque c'était l'instance dirigeante du pays. Très bien. Est-ce que vous avez aussi appris, après les événements du 28 septembre, qu'il y a même eu des corps de Guinéens largués en haute mer? D'où la nécessité de rechercher les charniers et d'avoir une histoire claire des disparus. Très bien. Très bien. Après les événements, vous avez, comme vous venez de le dire, vous étiez allé rendre visite à quelques blessés, compatir à leur douleur. Est-ce que vous avez cherché à savoir où se trouvaient ensevelis les corps qui ont disparu? Les questions de sécurité ne nous permettaient pas d'envisager cette recherche dans un contexte aussi trouble. Très bien. Très bien. Monsieur Ba, parlons de la clinique Pasteur, là où vous étiez avec vos collègues. C'est effectif que vous aviez vu là-bas le colonel Thiegoro? Vous le confirmez? À la clinique Pasteur? Non, bon, là où vous étiez pour les premiers soins, c'est pas c'est Ambroise ou Pasteur, je ne sais pas. Non, c'est lui qui nous a amenés. C'est lui qui vous a envoyé? Ouais. Très bien. Et qu'il était présent quand M. Marcel exhibait la grenade et menaçait de faire sortir de là? Il était présent lorsque deux hommes des forces de défense se sont présentés en intimant l'ordre de nous faire sortir de la clinique. Voilà. Sinon, ils vont larguer une grenade à l'intérieur. Faire sauter complètement la clinique. Et vous saviez quand même qu'à l'époque, le colonel était ministre d'État et membre influent du CNDD? C'est ce qui m'a étonné à ce moment-là, du fait que c'était flagrant que le colonel Thiegoro n'avait aucune autorité sur ces deux agents. État ministre d'État, membre influent du CNDD. Parce que je me dis que même s'il y avait d'autres militaires là-bas, mais il avait, lui, une qualité supérieure. Voilà. État ministre quand même d'État. Et également au stade du 28 septembre, il était là aussi présent. Vous le confirmez? Oui. Voilà. Et les atrocités ont commencé à sa présence. Il était là avec ses hommes, ministre d'État de la République. Lorsqu'il est rentré dans le stade, les atrocités avaient déjà commencé. Voilà. Et donc... Est-ce que vous l'avez vu empêcher la commission de ces atrocités ou tenter d'empêcher? Pour l'écrasante majorité des gens qui étaient là-bas, qui étaient en détresse, ce n'est pas le cas. Voilà. Sauf pour nous. Sauf pour M. Diallo Sellou et moi-même. Voilà. Voilà. Et là, on considérait M. Sédalin comme étant mort déjà? Non. Il vivait. D'accord. Et le colonel était à côté? Expliquez ce que vous voulez dire. Non, je veux dire que quand M. Sellou s'est retrouvé par terre, vous n'avez pas voulu le laisser seul là, n'est-ce pas? Vous étiez resté, vous étiez à côté, n'est-ce pas? Non. Revenez, acceptez de revenir un peu sur ça, ce passage. Il s'est évanoui au niveau de la pelouse. Oui. Au moment où le commandant Toumba a mené les autres. Oui. Tenter de les sauver, chercher à les sauver. Non. Oui.
amené les autres. Oui. Le fait que M. Cellou Dalein était à terre m'ont amené à ne pas l'abandonner sur place. Donc je suis resté. Voilà. J'ai demandé à un de nos militants, Ablaye III, alors que le commandant Toumba était déjà parti, de m'aider à ce qu'on le sorte d'ici. On l'a porté, on était poursuivis par des gens qui nous tabassaient avec des barres de bois, etc., jusqu'au niveau de la grande cour à l'intérieur du stade. Parce qu'il y a le stade proprement dit, en dehors, on est toujours dans le périmètre du stade du 28 septembre. C'est à ce niveau-là, on était toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, poursuivis par des gens qui nous donnaient des coups. J'ai aperçu le colonel Thiebro qui rentrait et qui marchait tranquillement à l'intérieur de cette cour. Je l'ai ailé et comme il m'a vu, il m'a reconnu, il s'est approché vers nous. Sa présence a empêché les agresseurs de poursuivre leurs besognes et il nous a pris en charge. Très bien. Il a fait demander à ce qu'une autre personne qui était un peu loin de là, que je crois reconnaître comme étant un élément de garde-corps de M. Sidé Touré, de venir nous donner un coup de main pour transporter Ella Cellou. Et c'est comme ça, en marchant, qu'on est sorti du stade, qu'on s'est dirigé vers la Jeep où il nous a amenés en direction de la clinique Ambroise Paré. Bien. Après les événements du 28 septembre, le capitaine Moussa Dadis a tenu une rencontre avec d'autres personnes, rencontre au cours de laquelle il a responsabilisé vous, les leaders, de vouloir faire en sorte que ce qui s'est passé au Madagascar se répète ici en Guinée et que ça occasionne son départ. Qu'en pensez-vous? Il s'est trompé. Il s'est trompé. D'accord. Est-ce que pendant que vous étiez au stade, l'arrivée du colonel Pivi vous a trouvé là-bas? Et je n'ai pas vu le colonel. Avec ses hommes? Moi, je ne l'ai pas vu et je n'étais pas certainement là-bas au cas où il s'avérerait qu'il était là-bas. Merci, M. Ba, de la clarté de vos réponses. L'enfant de Koulé, l'enfant de Mamadi Koulé, pour diriger les destinées de la République de Guinée pendant cette transition. Aussitôt qu'il a pris possession du perchoir, le capitaine Moussa Dadis Camara a entamé de vastes réformes, des réformes profondes, déclenché une guerre ouverte et sans pitié contre le narcotrafic, les crimes économiques et financiers. Il a créé à cet effet un comité d'audit pour vérifier et contrôler la gestion des régimes précédents. Pour refonder efficacement l'État et poser les bases de la construction d'une nation paisible, démocratique et prospère, le CNDD, avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Camara, a proposé une transition d'une durée de 2 ans avant de rendre le pouvoir aux civils à l'issue d'une élection libre et transparente à laquelle ni son président, ni ses membres, ni les membres du gouvernement devraient être candidats. Il a davantage libéralisé les zones. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la presse est subventionnée. Il a offert à chaque association de presse la somme d'1 milliard de francs guinéens, AGEPI, l'Urtergui,
Aguipel peuvent en témoigner. À l'époque, la presse était devenue la tribune de tous ceux qui étaient experts dans les injures, dans la calomnie, dans la diffamation. On a assisté à la prolifération des médias partisans, mais cela n'a pas découragé le capitaine Moussa Dadis Camara à tolérer et contribuer dans sa réforme. Il a pour la première et unique fois dans l'histoire de ce pays octroyé 2 engins au barreau, la sentinelle de l'état de droit, Maître Malik Kemoko Diakité l'a rappelé lors de son passage. Il était d'ailleurs la personne la mieux indiquée pour le rappeler, puisqu'à l'époque, je n'étais pas avocat, j'étais fraîchement sorti de l'université. Il a décoré le bâtonnier d'alors et certains membres du Conseil de l'Ordre. Il a même ordonné qu'on trouve un siège pour le barreau. Et Maître Malik vous a expliqué ici pourquoi et les conditions qui ont fait que cette promesse n'a pas été tenue. Jusqu'à date, le barreau est encore logé dans un petit réduit. Tous les gouvernements qui sont passés ne font que des promesses sans les réaliser. Revenu très épuisé du voyage de l'abbé, sur lequel le maître Samori était revenu, le capitaine ne s'attendait pas à la tenue d'une manifestation le 28 septembre 2009. Il fut rappelé tardivement et en fin de compte, par le canal du téléphone du ministre Tibou Camara, il a sagement, gentiment décidé de converger avec les leaders des forces vives, non pas pour interdire la manifestation qui était déjà interdite par les autorités compétentes, mais pour au moins reporter et délocaliser la dite manifestation. Cela a été sans succès. Il s'est appuyé sur l'excellence de ses relations avec ses leaders qui l'ont malheureusement évité. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, les leaders des forces vives ont refusé cette main tendue du président Moussa Dadis Camara. Ils ont, contre vent et marée, tenu leur manifestation. Ils se sont, sans aucune précaution, investis le droit de mobiliser plus de 50 000 personnes pour tenir un meeting dans un stade qui ne peut pas recevoir plus de 28 000 personnes. Sous le fallacieux prétexte que le capitaine Moussa Dadis Camara aurait décidé de se présenter aux élections présidentielles. Monsieur le Président, ce qui s'est passé, s'est passé. Le capitaine n'était pas présent, mais Samori l'a dit. Nous éviterons de dire ce qui s'est passé au stade parce que notre client n'y était pas. Mais quand le président a reçu des informations de part et d'autre, en compagnie du président Blaise Compaoré, alors médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne, il s'est rendu dans la matinée du 29 septembre 2009, le lendemain des faits, au chevet des blessés hospitalisés au centre hospitalo-universitaire de Donka pour apporter son soutien et compatir à leur douleur. Même cette réalité a été niée dans ce prétoire. Le même jour, et cette preuve existe au dossier de la procédure, il est passé sur les ondes de la radio-télévision guinéenne pour lire un discours, faire une adresse à la nation, présenter ses condoléances aux familles éplorées, décréter les jours 30 septembre, mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre
2009 comme journée de deuil national. Il a par la même occasion annoncé l'ouverture d'une enquête nationale et internationale. En début octobre 2009, le chef de l'État d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, et le premier ministre Cabinet Komara ont exprimé par écrit, c'est versé au dossier de la procédure, la volonté du gouvernement guinéen de coopérer avec la commission d'enquête internationale et de faciliter son travail. Personne ici dans cette salle ne peut contredire le fait que sans l'accord d'un gouvernement, aucune commission d'enquête des Nations Unies ne peut opérer dans un État. Pour joindre sa parole à l'acte, le capitaine Moussa Dadis Camara a par ordonnance, puisqu'à l'époque des faits, nous étions dans une période exceptionnelle, il n'y avait pas d'Assemblée nationale, il assumait à la fois les fonctions exécutives et législatives. Il a par ordonnance numéro 057, barre CNDD, barre 2009, du 30 octobre 2009, créé une commission d'enquête indépendante, une commission nationale d'enquête indépendante, pour investiguer aux fins d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009. Le même jour, le président de la transition a par décret numéro 214, barre CNDD, barre SGG, barre MJ 2009, nommé les membres de la dite commission. Entre-temps, la commission d'enquête internationale a été déployée. Le 25 novembre 2009, et le capitaine a déployé tous les moyens sécuritaires, financiers, matériels et humains pour faciliter leur mission. C'est pourquoi vous ne verrez nulle part dans le rapport de la commission d'enquête internationale un quelconque obstacle aux investigations imputables au capitaine Moussa Dadis Camara. Malheureusement, le 3 décembre 2009 est passé par là. Le président a échappé à une tentative d'assassinat. Il a été sauvé de justesse par le sergent Sekou Massari, qui a courageusement réussi à le déposer en lieu sûr. Instantanément, le capitaine a été évacué au Maroc pour des soins. Après ces soins, M. Camara a exprimé le souhait de regagner sa patrie pour poursuivre sa convalescence. En revanche, Bernard Kouchner, frère jumeau et ami de longue date du professeur Alpha Condé, a riposté en ces termes. Je souhaite que M. Dadis Camara reste dans son lit au Maroc et non qu'il revienne. Je souhaite que M. Dadis Camara reste dans son lit au Maroc et non qu'il revienne.